Silmar Autoville, votre détaillant de pneus pour véhicules classiques et antiques, vous souhaite un bon balado. Consultez leur site web au www.silmar.ca. Roule ton passé au présent. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado Côte complet est présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Husereau et Marc Griffin. Bienvenue à Compte complet, Alain Husereau et Marc Griffin, maintenant disponible sur RDS à compter du début du mois de mai. Beaucoup d'actions, évidemment. On va se pencher sur l'actualité dans le monde du baseball, comme on le fait à l'habitude, et sans plus tarder tout de suite, l'ordre du jour de ce balado. L'ordre du jour des sujets est une présentation de Lester, le choix numéro 1 des amateurs de baseball et des casse-croûtes depuis 1931. Au stade, devant la télé ou entre amis, rien ne bat le goût authentique de nos hot dogs et de notre smoke meat. Il sera donc question des Phillies et Rob Thompson qui a été congédié des Mets de New York. Ça va pas très bien là-bas. On va parler aussi des Blue Jays, des Red Sox de Boston. Ça grogne à Boston, c'est le moins qu'on puisse dire. Également, on va parler évidemment de la carte de la semaine, notre profil de la semaine. Deux équipes qui surprennent, les White Sox, de même que les Cards de Saint-Louis. Et Marc, des décisions prises avant les matchs et qui sont prises dans les bureaux du deuxième étage. Là, on va parler des formations partantes. Et on va revenir sur un match qu'on a fait avec Tarek Skubal comme lanceur partant. Je vous précise que notre segment techno vous sera présenté sur le web, de même que certains sujets, outre évidemment ce qu'on vous présente à RDS. Tout de suite, Marc, les Phillies de Philadelphie, un deuxième gérant qui a perdu son emploi en l'espace de pas grand temps dans un autre gros marché où les attentes sont très élevées. Rob Thompson avec les Phillies de Philadelphie. Marc a payé pour certaines décisions du deuxième étage. Bon, c'est toujours le cas, puis bon, qu'est-ce que vous voulez? Dans le monde du sport, c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui doit payer le prix, c'est le gérant. Une chose qui m'a chatouillé un peu, c'est que lorsque Dave Dombrowski a rencontré Rob Thompson pour, bon, lui dire qu'évidemment, on passait à autre chose, Thompson a avoué qu'il lui a dit « Je savais plus trop quoi, je savais pas pourquoi l'équipe jouait mal de même. » Tu sais, quand tu te poses la question, à un moment donné, ça veut dire que tu n'as pas les réponses de toute évidence, fait que ça devenait un peu plus difficile. Mais oui, tu as raison, Alain. Tu sais, je regarde la formation des Phillies. Tu sais, je sais qu'on néglige souvent la défense, là, parce qu'on parle toujours, ils frappent-tu, ils vont-tu frapper des circuits. Schwarber va bien, Harper va bien, et malgré tout, on joue pas bien. On n'est pas capable d'attraper la balle. Puis déjà que tes lanceurs, bon, c'est pas parfait, mais tu as besoin d'aide de ta défense. Puis là, je trouve qu'on expose ça chez les Phillies présentement. Moi, ça m'inquiète un peu. Écoute, j'ai rien contre Don Mattingly. Il va faire, tu sais, mais je veux dire, il n'y a pas une recette magique, là. Ce sont les mêmes joueurs. Est-ce qu'il peut en motiver un ou deux de plus, peut-être? Mais je trouve ça quand même inquiétant comme début de saison là, du côté des Phillies. Marc, c'est une équipe vieillissante. Ouais. C'est pas compliqué, là. Et tu viens de parler de la défense avec Trey Turner qui est à l'arrêt-court. C'est une position clé. Turner n'a jamais été un joueur élite en défense. Oui, il est rapide, mais c'est pas quelqu'un qui couvre beaucoup de terrain. Il n'a pas une très bonne réaction sur les balles qui sont frappées. Avant que la saison commence, on l'avait dit, au champ extérieur, il va y avoir des points d'interrogation sur la production offensive. Ils vont être allés chercher Adolis Garcion. C'est pas rajeuni avec cette acquisition. Non. Puis il faut que les Alec Baum et les Stott produisent. Parce que, tu sais, les Angels l'ont prouvé pendant combien d'années? Pendant 6 ans, là, ils avaient Mike Trout puis Shohei Ohtani. À ce que je sache, ça n'a pas été super pour les Angels dans ces années-là. Ouais. Donc, c'est pas juste d'avoir Schwarber et Harper dans l'équipe, là. Il faut que les autres participent. Il faut que les autres produisent. C'est une longue saison. Puis là, ben, en ce moment, il y a trop de passagers dans cette équipe-là. Est-ce qu'ils ont le talent pour rebondir? Oui. Est-ce que le trou qu'on s'est creusé, par contre, Alain, je sais qu'on est seulement au début du mois de mai, mais tu sais, 10 matchs et demi, 11 matchs et demi d'écart entre les Braves et les Mets et les Phillies. Je veux bien croire là, qu'il reste bien des matchs, Alain, mais il va falloir que les Braves s'écroulent puis que là, il y a vraiment une série de victoires là, pour que ces équipes-là reviennent là, dans la course. Je trouve que ça ressemble, Marc, à ce qu'on a vécu à Philadelphie il n'y a pas si longtemps. Après les Chase Utley, Jimmy Rollins, Ryan Howard, on a vieilli d'un coup à peu près en même temps. On a fait les séries 5 années de suite, de 2007 à 2011, puis par la suite, Marc, ça a baissé de façon
assez solide. On n'a pas été capable de se renouveler. Je sais qu'on a solidifié notre rotation des partants. On a mis sous contrat pour plusieurs saisons Nola. On ne sait pas ce qui lui reste non plus. Voilà. Ça en est un autre. Wheeler, qui a indiqué que ça se pourrait qu'il prenne sa retraite après son présent contrat. Luzardo est sous contrat pour plusieurs saisons. C'est la même chose pour Luzardo Sanchez. Ça va être les deux piliers comme lanceur. Mais pour le reste, ce qui m'inquiète, c'est que des fois, tu peux faire des choses qui vont aider l'équipe. Mais tu ne l'as pas, ça. C'est pas une équipe qui est rapide, à part Turner. C'est pas une équipe qui est bonne en défense. Là, tu te rabats sur quoi si tu n'es pas capable de frapper? Ben, exact. Puis je pense que poser la question, c'est d'y répondre. Ouais. Puis il faut que tu aies d'autres aspects. Alors, puis là, ben, ça fait en sorte que justement, il faut que les stats produisent. Il faut que les Alec Baum, combien de chances qu'on va lui donner? C'est un troisième but. Ouais. Je sais que on fera un débat sur les troisième buts modernes parce que il y en voit de moins en moins des vrais joueurs de troisième but là, qui produisent et en attaque et évidemment qui couvrent du terrain. Mais c'est quand même spécial de voir la division Est de la sorte parce que là, on parle des Phillies, mais que dire des Mets, Alain? Bon, le fameux vote de confiance qui est un coup de couteau dans le dos, selon plusieurs, en fait. On l'a eu du côté de Mendoza. Ouais. Donc, le compte à rebours est commencé selon plusieurs observateurs. Marc, avec surtout Cora qui est disponible. Les Phillies ont tenté de l'avoir. Dombrowski s'en est même pas caché. Et Cora qui sera probablement le gérant des petites ligues le mieux payé aux États-Unis au cours des prochaines semaines, prochains mois. C'est ce qu'il a indiqué. Ouais. Peut-être qu'il pourra parler de Rusney Castillo un peu de son budget. Toujours est-il que du côté des Mets de New York, là, la liste des blessés s'allonge. Il y a Soto qui a déjà manqué du temps de jeu. Lindor pour un bout. Celui qui devait le remplacer, Mauricio, regarde, c'était peut-être l'occasion rêvée pour lui de se faire valoir. Fracture à un pouce. Regarde, là, on est forcé à mettre Beau Bichette à l'arrêt-court, alors qu'on voulait l'éviter à tout prix. C'était assez évident. C'est un Trey Turner qui ne frappe pas à l'arrêt-court. Bon, alors, puis évidemment, on est allé chercher Polanco, qui est blessé, qui devait jouer au premier but. Puis bon, t'as les jeunes qu'on avait, Beatty et Vientos. T'as l'impression qu'on offre toutes les chances au monde de se faire valoir. Personne ne prend la pôle à cette position-là. C'est pas facile. T'sais, on savait qu'avec les Mets, il allait avoir... Bon, je dirais pas un scandale, mais qu'il allait se passer quelque chose. C'est de même à chaque année. Allez, mais là, c'est pire que jamais. On perd des matchs qu'on devrait gagner. Puis même, tu sais, Nolan McLean, qui a été très bon l'année passée, c'est pas mauvais du tout, mais c'est plus difficile. C'est normal, Alain. Tout le monde, il a fait le tour. On connaît un peu ses forces et faiblesses. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec les Mets. Est-ce qu'un changement de gérant peut vraiment changer la donne? Ça, c'est la première question, là. Remarque que j'ai trouvé que Mendoza a pris de drôles de décisions. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais est-ce que c'est le deuxième étage? Puis on va en parler un petit peu plus tard là, dans le balado sur le web, là, mais écoute, tu sais, je veux dire, il y a quand même des décisions que le gérant prend durant un match. À un moment donné, là, il y a une situation, puis est-ce qu'on demande... Est-ce qu'on serre les coudes à l'avant-champ, on ne serre pas les coudes? Est-ce que je donne un but sur balle intentionnel? Ça ne vient pas du deuxième étage. C'est ce que le gérant doit faire. Mais il y a des décisions qui ont été prises qui me laissent... Je sais que c'est le sport le plus facile d'être le gérant d'estrade, parce qu'après ça, tu peux... Bon. Mais il y a quand même des décisions qui ont été prises qui fait que on se questionne. Donc, autrement dit, chez les Mets, on gagne en équipe, mais on perd en équipe. Ça, j'inclus, évidemment, le gérant et le deuxième étage. Oui, dans le fond, c'est pas autant les décisions que la justification des décisions qui t'a laissé perplexe au cours des dernières semaines. Ben, c'est exact. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a des situations où tu as un bon coureur ou tu as un bon frappeur qui met la balle en jeu. Il faut trouver une solution pour que ça soit plus logique, là. Oui, regarde, juste en fin de semaine, on a fait un match ce dimanche, Marc, puis on se grattait la tête tous les deux. Jock Peterson est sur le banc, c'est le point égalisateur. Tu le sors pas à ce moment-là parce que tu veux le garder plus tard pour remplacer McCutcheon qui ne lance pas contre les gauchers. Je m'excuse, Marc. Écoute, puis là, tu n'as pas eu cette deuxième chance-là après. Là. Alors qu'il représentait le point égalisateur, puis la demi-manche suivante, il y a eu 5 points marqués par l'adversaire, puis le match était hors de portée. C'est pas facile d'être gérant. C'est facile de le voir après. Mais sur le coup, on l'avait. La question avait été posée. Ben oui. Pourquoi qu'on n'amène pas le gars qui peut. Lorsque tu es rendu dans le dernier tiers d'un match, là, faut que tu prennes la décision. C'est un, tu sais, je veux dire, c'est comme un releveur. Bon, rappelle-toi la situation avec les Orioles puis les Blue Jays de Toronto, alors que Showalter avait jamais sorti son releveur numéro 1. Tu sais, si on attend trop à un moment donné, c'est que c'est trop tard, justement. Le train est déjà passé au moment où tu dois l'utiliser. C'est le temps maintenant de la question de la semaine. C'est maintenant le temps de la question de la semaine. Vous avez envie d'une bonne pizza? Pensez à Crabtree Pizzeria qui vous garde depuis 54 ans. C'est la meilleure pizza dans la Naudière.
Pour découvrir nos 5 succursales, consultez crabtreepizzeria.com. La question, c'est au sujet des Mets de New York. Oui, exact. Alors, on fait quoi là? Est-ce qu'on change de gérant? On change de directeur général? Est-ce que ça passe par le réveil de Beau Bichette? De toute façon, voilà les choix que vous avez. Allez sur Facebook pour répondre à la question. Encouragez vos jeunes à la lecture avec des histoires passionnantes sur le baseball. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur le site internet de Baseball Bob au www.baseballbob.ca. On va s'arrêter sur Travis Bazana, le tout premier choix du repêchage de 2024 d'Oregon State, l'institution qui a eu sa part de succès autant sur le plan individuel que collectif au cours des dernières années. Ce qu'il distingue, c'est un joueur, repêché par Cleveland, d'origine australienne. Marc, quand tu jouais, les Australiens étaient assez populaires dans le baseball majeur. On courait après certains Australiens. Il y en a quelques-uns qui s'étaient distingués à ce moment-là. Absolument. Graham Lloyd, peut-être, ça vous rappelle quelque chose. Il y en a eu plusieurs, mais moi, ce que j'aime de Bazana, c'est que, tu as parlé d'Oregon State. Évidemment, il y a une réputation à cette école-là. Mais c'est pas un physique imposant. Mais Alain, c'est tout un frappeur, c'est tout un athlète. C'est un gars qui a un QI baseball très élevé. C'est pour ça qu'on est allé chercher. Ça a pris du temps avant qu'il frappe son premier coup sûr. Ça a pris quelques présences. C'était 0 en 9, avec de bons contacts. Finalement, il obtient son premier coup sûr au cours de la dernière semaine, produit son premier point, vole son premier but, tout ça dans une victoire évidemment des siens. Écoute, Cleveland, ils vont avoir une pas pire équipe, Alain. Ça continue de développer. Si on continue d'avoir des Travis Bazana qui se présentent comme ça va bien aller à Cleveland. Oui, la pression, par contre, va être assez élevée parce que la QV 2024, Marc, on en a déjà parlé, là. Il y a des joueurs de qualité, là, déjà, dans cette QV-là. Je ne sais pas si ça va mettre le standard sur les prochains repêchages, Alain, mais je vais te dire une chose, c'est impressionnant. 2024, c'était hier, là. Là, les gars sont déjà dans le baseball majeur en ayant un impact là, direct sur leur équipe. Alors, le repêchage va devenir encore plus important, j'ai l'impression, que dans les dernières années. Les Blue Jays de Toronto, Marc. Écoute, on commence à remonter tranquillement. En fait, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas perdu encore une seule série. On a partagé celle de 4 matchs à l'étranger face aux Twins du Minnesota qui commencent à baisser un petit peu. Il y a des blessés qui commencent à revenir. Il y a Savage qui a commencé à lancer. Donc, ça se replace tranquillement chez les Blue Jays. Oui, puis ce que je trouve intéressant, Alain, ça me fait penser un peu à l'an dernier. D'ailleurs, on a à peu près la même fiche au même moment. Là, puis on a vu que la saison que les Jays ont connue en 2025. Puis ce qu'il faut noter, c'est qu'est-ce qui est arrivé l'année passée. Oups, Nathan Locus est arrivé, je dirais pas de nulle part, mais il va faire une bonne prestation. Barger n'avait pas commencé l'année. Schneider, des gars comme ça, sont venus... Même Clement n'avait pas un poste régulier. C'est ces gars-là qui ont aidé l'équipe à un moment donné. Là, qu'est-ce qui arrive? Il y a un Sosa qui arrive. Donc, sans dire que ce ne sont pas les réguliers qui n'ont pas fait le travail, il y a eu les blessés, Springer a été blessé, tout ça, mais il y en a d'autres qui sont arrivés et qui comblent un peu l'absence des réguliers. Puis ça, je trouve ça encourageant, Alain, parce que lorsque Barger va revenir, lorsqu'il y a des joueurs comme ça qui vont insérer à nouveau la formation, bien, peut-être qu'on va être dans une situation qui va être avantageuse, on ne sera pas trop loin des Yankees, qu'on va pouvoir repartir. Mais j'aimerais quand même souligner, surtout dans la dernière semaine, ce que fait Okamoto. Je veux dire, il est rendu à 9 coups de circuit, Alain. L'adaptation se fait pas mal plus rapidement que moi, je l'aurais anticipé. On s'aperçoit qu'il est très lent. On s'aperçoit qu'il y a peut-être c'est peut-être pas le meilleur joueur en défense, mais Alain, le coup de bâton, là, je pense qu'il va être là. Oui, bien écoute, on se rend compte là, qu'il y a quelques Japonais qui se distinguent. Là. Otani, on le connaissait déjà. Murakami, avec les White Sox de Chicago, il les frappe pas seulement souvent, mais il les frappe loin en plus, dans son cas. Il y a d'autres joueurs. Pignando, pourquoi je veux qu'on parle de lui un peu, Marc, c'est dans un échantillon qui n'est pas très, très élevé. Ce gars-là a le taux de contact solide le plus élevé, à part Vlad, là. Mais c'est quand même impressionnant pour quelqu'un qui n'a jamais été un prospect de premier plan. Non, exact. Puis tu regardes sa feuille de route dans les ligues mineures, très bon, mais tu sais, pas au-delà de dire « Wow, ce gars-là doit avoir un essai absolument dans le baseball majeur ». Mais là, il a saisir l'occasion qu'il avait. Il l'a fait. Il est en train de faire bonne impression, comme Valenzuela d'ailleurs, là, le receveur, entre autres choses. Mais j'aime ça. Puis, savez-vous comment on l'a obtenu? Comment ce gars-là est arrivé avec les Blue Jays, Alain? Parce que tu regardes sa feuille de route, il provient des Cubs de Chicago.
Comment on l'a obtenu? Une transaction pour Nate Pearson. Fait que parfois, c'est intéressant quand même de suivre un peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc, une transaction, on se rappelle que Pearson, ça ne marchait plus avec les Blue Jays. Oups, une petite transaction. Puis là, on se retrouve avec un joueur, honnêtement, qui peut vraiment aider l'équipe là, dans les moments là, actuels, là, alors qu'il y a plusieurs blessés absents. Écoute, Vlad, globalement, ça va bien. Il ne serait pas temps qu'il en sorte une coupe de plus, là, parce que le nombre de coups de circuit à ce rythme-là, Marc, il n'en frappera pas 20. Là. Non, mais non, parce que tu en frappes 2 dans un mois, puis il y a 6 mois. Là. Fait que faites le calcul, c'est pas une tonne de circuit. C'est un peu comme ça aussi dans les dernières années. Vlad frappe la balle d'aplomb. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il est encore dans les meneurs parmi les gars qui frappent les balles les plus d'aplomb. Mais il y a toujours eu un élan un peu plus vers le sol, un peu à l'ancienne, hein? Un peu à les années 80-90 où on voulait vraiment frapper la balle au sol. Écoute, ça va venir, Alain. Il en frappera peut-être pas 35, mais il va en frapper une vingtaine et plus. Mais s'il frappe pour 350 avec une moyenne de présence sur les buts de X, il va quand même aider son équipe. C'est pas pour ça qu'il est payé. Je comprends. Mais tu sais, Alain, je veux dire, à quelque part, là, tu as une manière de frapper. Tu ne commenceras pas à modifier tes affaires alors que tu frappes 340, 350. Ça va venir. Moi, je suis convaincu que ça va venir. Peut-être que ça va venir par bourré, mais ça va venir. Il y en a déjà frappé près de 50 au cours d'une saison. Qu'est-ce que tu veux de Vlad? Un frappeur de 2,80 qui en sort 50 ou un frappeur de 350 qui en sort 20? Ben, je suis d'accord. La question est bonne. Mais je veux dire, on va prendre ce que Vlad va nous donner en ce moment. Mais j'ai l'impression qu'il va être capable de s'ajuster puis de trouver le moyen de. Mais ça finira pas à 50 cette année, ça, c'est clair. Marc, les Red Sox de Boston, ça grogne. C'est pas la première fois qu'on en parle. La semaine passée, on a parlé du congédiement de Cora. Et là, en fait, celui qui est visé, c'est le propriétaire. C'est John Henry. Et je me gratte la tête un peu, Marc. Depuis l'arrivée de John Henry, on a quand même gagné 4 séries mondiales. Là. C'est plus que quiconque là, pendant cette période-là. Avec, tu comprends, il y a les Dodgers qui s'y approchent, mais c'est quand même, tu sais, après une sécheresse qui a duré un centenaire. C'est quand même pas rien comme exploit. Mais ça grogne. Ça grogne chez les partisans. On se dit, puis effectivement, il y a eu des changements. Il y a des joueurs qui tentent peut-être à produire, pas peut-être, assurément. Là, on a une meilleure équipe, je pense, que ce qu'on montre. La rotation des partants qu'on s'est bâti n'est pas aussi bonne que ce à quoi on s'attendait. Bello, c'est horrible depuis le début de la saison. Crochet, surtout sur la liste des joueurs blessés. Bref, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne présentement chez les Red Sox. Non. Puis moi, je pense que ça a commencé avec l'embauche de Chaim Bloom. Pourquoi je dis ça? Parce que pourquoi tu engagerais un Chaim Bloom? C'est pour dépenser moins, mais être plus efficace. Puis là, ben, on a fait la relation s'est faite avec les partisans à dire, ben là, on ne veut plus dépenser, alors qu'on est un gros marché. Puis c'est là qu'on a commencé à critiquer Henry. Parce qu'il est propriétaire, c'est lui qui décide. Avec le départ de Mookie Betts. Avec le départ de Mookie Betts. Donc, on s'est dit, on va se départir de Mookie Betts, on va engager un gars qui a géré les Rays à l'époque, puis qui était capable de gérer ça comme du monde sans dépenser des folies. C'est un peu ça qui est arrivé. Alors là, Betts est parti, puis là, ben, vois-tu, on n'a pas remis sous contrat Alex Bregman cette année. Là, on a embauché un directeur général. Est-ce que c'est pour avoir la main dessus, entre guillemets, c'est-à-dire d'être capable de passer le message? Je ne sais pas. Chose certaine, ça va pas bien, Alain, parce que la réaction de Bello, je ne sais pas si tu as vu la réaction lorsqu'il a lancé contre les Blue Jays de Toronto, on l'a enlevé quand même assez tôt. Puis là, le pauvre chat, le nouveau gérant qui arrive. Puis là, l'autre qui tu sais, clairement, il n'est pas content, puis pourtant, il lance pas si bien que ça, là, puis d'ailleurs, il lance vraiment pas bien. Fait que, tu sais, il y a un problème d'attitude dans cette équipe-là. Moi, c'est plus profond qu'on pense. Qu'est-ce qui arrive avec les Red Sox? Puis ça, c'est difficile, Alain, de rebondir. Puis là, tu as Garrett Crochet qui tombe au combat en plus. En tout cas, écoute, ce sont des professionnels. À un moment donné, ça va débloquer quelque part. Mais je trouve ça quand même triste parce que, Alain, la synergie d'une équipe, là, c'est ça qui va faire la différence entre une équipe gagnante et une équipe qui va nulle part. Puis en ce moment, on va nulle part. Alors, est-ce qu'il y a assez de leadership dans cette équipe-là pour remonter? On verra bien, mais c'est de valeur parce que moi, je voyais vraiment cette équipe-là être lutter pour la première place avec les Yankees. Puis en ce moment, tu regardes les deux équipes, on n'est même pas à la même place. Oui, puis on a le problème des 4 voltigeurs encore, Marc. Moi, j'ai l'impression que Jarren Duran là, en est à ses derniers milles à Boston. Là. Je pense que c'est celui qui va écoper parmi les 4 là, présentement. Bon, si c'est ça, va chercher quelque chose, parce que moi, je pense que c'est un bon joueur. Va chercher quelque chose qui va aider ton équipe. Mais chose certaine, ça prend quelqu'un qui va détendre un peu l'atmosphère de cette équipe. Oui, à moins qu'Anthony, à un moment donné, soit frappeur de choix, parce que, Marc,
son bras, là, j'ai l'impression qu'on va en profiter amplement au sein des autres équipes. On l'a vu là, en défense, c'est pas la force de Roman Anthony, même si c'est tout un frappeur. Maintenant, la carte de la semaine. La carte de baseball de la semaine est une présentation de card-dépôt.ca, votre détaillant de cartes sportives et non sportives, avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote de satisfaction parfaite de 100%. Warren Cromartie, la carte de la semaine, la carte numéro 18 de la série Stuart de la compagnie qui confectionnait des petits gâteaux. Ça fait en sorte que la qualité de la carte, plus souvent qu'autrement, où les collectionneurs n'est pas à point, toujours. Ça fait quand même un petit bout de temps. Cromartie a passé la majeure partie de sa carrière avec les Expos de Montréal. Quand il est revenu du Japon, il a joué brièvement avec les Royals de Kansas City. Frappeur de coups en flèche. Marc, tu parles souvent d'ajustement et c'est ce que je retiens de Warren Cromartie, Marc. Il a commencé, première des choses, 77. C'était pas certain d'être un voltigeur régulier, mais Dick Williams l'a aimé tout de suite avec son intensité. Peut-être, diront, sa grande gueule aussi. Donc, avec Alice Valentine et André Dawson, a formé un des meilleurs trios de voltigeurs de la fin des années 70, début 80. Par la suite, Marc, on l'a muté au premier but, sa position principale. Pourquoi au premier but? Parce qu'on avait acquis Ron LeFleur et il a dû se battre pour garder son poste parce que Rusty Stubb était avec l'équipe, il était revenu avec l'équipe et c'est Crow qui a regagné son poste. Et en 81, quand Tim Raines s'est blessé au mois de septembre, qui est devenu premier frappeur? Warren Cromartie, et il s'est mis à recevoir des buts sur balle à un rythme qu'on n'avait jamais vu. Parle d'ajustement, je pense que c'est un bel exemple. Un bel exemple, Alain, puis je vais ajouter à ça, c'est que Cromartie, on a toujours parlé du leadership de Carter, puis le fait que Dawson lui parlait pas beaucoup. Mais lui, là, il est venu, là, je trouve, apporter une synergie que les Expos n'avaient pas. Tu as parlé tantôt de son intensité, ou sa grande gueule, C'était important. C'était plus important qu'on pense du côté des Expos de Montréal avec un Cromartie à ce niveau-là. Alors, vraiment, un gars à souligner. Il a une très, très belle carrière avec les Expos. L'horaire des matchs télévisés à RDS est une présentation de Lester, maître des hot dogs et du smoke meat depuis 1931. Que ce soit pour un match, un barbecue ou un simple festin en famille, Lester est toujours au rendez-vous, disponible chez votre épicier préféré. 3 matchs se sont présentés au cours de la prochaine semaine à RDS. Les 3, oui, à RDS et à 19h. D'abord, lundi, on verra les Yankees de New York à domicile contre les rivaux de la section Est, les Orioles de Baltimore. On reverra les Yankees mercredi, à nouveau de New York, du Bronx, face aux Rangers du Texas. Et au cours de la journée de dimanche, comme à l'habitude, à 19h à RDS, 2 rivaux de la section centrale de la Ligue américaine, les Royals de Kansas City qui vont accueillir les Tigers de Détroit. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Merci à notre partenaire principal, Plan de Match, boutique de baseball à Boucherville, incluant cage de frappeurs et cours privés. Également une deuxième adresse à Jonquière. Visitez leur boutique en ligne à boutiqueplanmatch.com. C'est la section Web Affaires avec Jean-Michel Arsenault qu'on retrouve à l'instant. Jean-Michel, tu vas t'arrêter sur un aspect électronique qui est arrivé dans le baseball majeur. Ça fait quoi maintenant 3 ans la façon dont on retransmet les signaux du receveur au lanceur, ou le contraire dans certains cas, mais principalement du receveur au lanceur. Oui, tout à fait, messieurs. On va parler aujourd'hui du système PitchCom. On se l'était fait demander un petit peu par le passé. Donc, on voulait vraiment expliquer comment fonctionne ce système-là. Donc, un petit rappel historique, là, on se rappelle du scandale des Astros qui faisait du vol de signal. Donc, pour remédier à ça, le baseball majeur a inséré ce qu'on appelle le PitchCom, qui est né d'une nécessité pour la survie de l'intégrité du sport. Il y avait aussi les Red Sox à Jean-Michel. Là. Il y avait aussi les Red Sox avec la montre. On n'a pas en parler. Là. Alex Cora, là, on fait comme si on n'en avait jamais entendu parler de ça chez les Red Sox. Les Yankees aussi, en passant. Oui, chaque équipe avait son petit modèle d'affaires. Absolument. Certains, c'était par des coups sur une poubelle. D'autres, c'était par vol, par caméra. Il y avait beaucoup de... En fait, c'était vraiment bien que le baseball majeur revienne sur l'intégrité du sport par rapport à ça.
Puis, ben, ça a aussi beaucoup aidé quand même, aussi avec la vitesse des matchs là, qui arrivait en même temps que l'introduction de la règle là, du pitch clock. Donc, ça donnait quand même du bon tonus là, à tout ça. Le fonctionnement technique, c'est quand même relativement simple. Le matériel qu'on a de besoin, c'est un transmetteur. Donc, le receveur a sur son avant-bras un clavier, puis le lanceur a un récepteur, puis le receveur aussi là, dans son casque, une oreillette qui est ultra plate, qui est glissée dans la casquette ou dans le casque. Puis ça fonctionne par la technologie de conduction osseuse. Fait que c'est pas un micro là, comme on en entend parler souvent. Là, c'est vraiment, ça fonctionne par conduction osseuse. Fait que c'est le son qui passe par l'air directement dans les vibrations du crâne. Là, vous vous doutez bien que je suis pas un scientifique. Fait que je vais m'arrêter là dans la description de ce que ça fait. Au niveau du processus, le receveur appuie sur son clavier pour préciser quel lancer il veut, à l'endroit où il aimerait l'avoir. Puis le lanceur entend une voix préenregistrée pour, évidemment, prendre la bonne séquence de lancer. Le lanceur peut lui aussi, d'ailleurs, dans certains cas, là, émettre des signaux vers le receveur. Quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'il y a jusqu'à 3 autres joueurs qui peuvent, sur le terrain, avoir la règle du baseball majeur est claire, là, c'est 3 autres joueurs que le lanceur et le receveur qui peuvent avoir les signaux. Donc, on parle souvent de l'arrêt-court, du deuxième but ou du voltigeur de centre. Mais je sais que ce n'est pas toutes les équipes là, qui s'en servent directement, mais ça leur permet de positionner leurs joueurs là, en défensive de cette manière-là. Et tu sais pourquoi on fait ça, hein, Jean-Michel? Est-ce que tu sais pourquoi on fait ça? Pourquoi les joueurs d'arrêt-court et deuxième but ont évidemment le signal? Parce qu'avant ça, lorsque tu avais les signaux habituels, là, avec le receveur qui mettait les doigts, là, c'est qu'il y a toujours une communication entre chaque signal. En fait, chaque lancer, il y a une communication entre les deux. Pour, le positionnement. 2, qui peut prendre le deuxième si jamais il y a un cas. Et moi, comme ancien voltigeur de centre, j'étais aussi capable de voir les signaux à l'intérieur, même si parfois ça paraît loin, on était capable de voir les signaux. Surtout aussi l'endroit où le lancer allait être. Alors, c'est bon que ces joueurs-là puissent savoir le tir parce que tu peux tricher, entre guillemets, c'est-à-dire anticiper à quel endroit. Par exemple, si un lanceur lance très, très fort, tu sais que c'est une balle rapide à l'intérieur, le gars va probablement être menotté, donc tu peux anticiper que ton départ va être de tel côté. C'est pour ça que les autres joueurs aussi ont cet appareil-là. Ça donne un petit avantage pour le positionnement défensif, là, c'est sûr et certain. Au niveau de la langue et de la voix, comme c'est pas un micro, évidemment, il y a plusieurs langues qui peuvent être transmises. Puis, fait important, là, on fonctionne souvent par des codes. Là. Fait que c'est pas nécessairement balle rapide, le signal qui est envoyé. Là, c'est vraiment des codes, mais il l'a dans le nombre de langues qu'on a de besoin. Puis, quand il avait introduit ce système-là, il avait même fait des tests pour que le receveur puisse enregistrer sa propre voix au lieu d'un robot. Puis Austin Hedges, lui, s'était amusé, qui est un receveur qu'on entend peut-être moins parler un petit peu aujourd'hui, s'était amusé à faire, en plus d'envoyer les signaux, des petits pep talks en même temps à son lanceur, ce qui était quand même relativement intéressant. Donc, vous, messieurs, vous pensez quoi comme ancien joueur, comme analyste de cette... Étiez-vous favorable quand c'est arrivé en 2022, le PitchCom? Ben, écoute, moi, en passant, ça fait longtemps que le coureur au deuxième, lorsqu'un coureur au deuxième, il y a toujours une séquence de signaux qui changeait parce que tu ne pouvais pas avoir tu peux pas avoir le signal normal parce que là, c'est comme si tu indiques à tout le monde qu'est-ce que tu vas lancer. Puis moi, je trouve que ça faisait partie, ça fait partie de ce qu'on appelle le QE baseball, c'est regarde, si vous n'êtes pas assez bon pour couvrir vos signaux, ben on va les détecter puis on va en profiter. Mais tu sais, à l'époque de Babe Ruth, on envoyait le préposé au bâton, au chançante avec des longues vues, hein, puis on essayait de trouver une façon d'aller chercher les signaux. C'est pas d'hier. Là, évidemment, avec la nouvelle technologie, tu as parlé évidemment des Astros et d'autres équipes, puis on cogne sur des poubelles. C'est sûr qu'à un moment donné, ça faisait plus de sens, cette affaire-là. Mais comme ancien voleur de but, je trouve ça plate. Parce que moi, je pouvais anticiper, voir quel genre de tir, ou est-ce qu'on voulait un tir plus à l'intérieur et à l'extérieur. Ça, je trouve que c'est plate pour un voleur de but qui n'a plus cet aspect-là. Mais, tu l'as dit tantôt, Jean-Michel, là, un peu pour l'intégrité du sport, puis le faire, que ça redevienne un peu plus propre. Je comprends le baseball majeur d'être de ce côté-là.
Ben, c'est sûr que ça élimine, je pense, des tensions. Il y a des lanceurs là, qui, je pense à Roger Clemens, c'est celui qui me vient en tête, là, qui, lui, s'il voyait un coureur au deuxième but en train de transmettre des signaux, mais la prochaine balle, là, c'était haut à l'intérieur, puis très haut et très à l'intérieur. Là, mais tu as vu que maintenant, il y a des coureurs qui indiquent l'endroit du tir, parce que là, c'est avec le positionnement du receveur. Fait qu'un coureur au deuxième but, des fois, vous allez voir, il va tendre le bras d'un côté, il va tendre le bras de l'autre. Il est en train de dire à son frappeur, « Hey, ça va être un tir soit à l'extérieur ou à l'intérieur. » Mais regarde, il n'y a pas de gêne. Ça fait partie du jeu. Moi, je suis pas contre. Honnêtement, là, les technologies et tout ce qui peut aider le jeu sans modifier la façon que ça se joue. Je pense que c'est ça qui est important. Là. Ça ne change pas la façon que ça se joue sur le terrain. Donc, à partir de ce moment-là, moi, regarde, s'il y a des choses qui peuvent aider le baseball, ben, pourquoi pas? Je vous rappelle, puis en même temps, j'adore vos deux perspectives, messieurs. Max Scherzer, quand il avait fait cette annonce-là, avait fait un tweet disant « On est encore en train de tuer le baseball ». Je suis pas de cet avis-là du tout, mais je suis pas surpris que Max Scherzer, puis il avait fait des commentaires dans la même nature par rapport à la règle du pitch clock, là, qui était très peu favorable, disons-le, comme ça. Il y a... C'est un petit puis la stratégie avec le pitchcom, c'est un petit peu plus complexe quand même qu'il paraît. Souvent, on entend les commentateurs. Je sais, messieurs, vous avez jamais dit ça, mais encore la semaine dernière, j'ai trouvé un commentateur qui disait ça fonctionne pas par Wi-Fi. Fait que tu sais, des fois, quand ils ont des problèmes avec, des fois on dit on dirait que le Wi-Fi fonctionne pas, mais ça fonctionne par dans le fond, c'est des fréquences d'émissions radio. Là. Donc, c'est pas comme un Wi-Fi qui marche pas quand il se gratte l'oreille et essaye de l'enlever, dans le fond, le lanceur. Là. C'est vraiment plus différent que ça. Puis, ils se contentent, comme je vous disais tout à l'heure, ils se contentent pas juste de dire fastball. Ils ont chacun ce qu'ils appellent comme un livre de chacun des codes. Ils ont chacun des lanceurs, les releveurs, les lanceurs partants. Tous les catchers de l'organisation ont maintenant un livre avec l'ensemble des données qui sont mis là-dedans. Comme je vous disais tout à l'heure, des fois, il y a des lanceurs qui vont préférer avoir une voix grave, une voix basse, parce qu'on va se le dire, c'est pas facile quand même d'entendre tout ça là, quand il y a 100 décibels dans un stade plein. C'est pas pour rien, des fois, qu'il y en a qui se couvrent l'oreille pour essayer d'entendre mieux. Fait que les gens font des tests, les lanceurs font des tests pour voir qu'est-ce qu'ils préfèrent de ce côté-là. Puis même chose aussi au niveau là, des joueurs en défensive qu'on parlait tout à l'heure. Donc, on n'a pas Olga là, du GPS de ma voiture là, qui pourrait me parler, là, par exemple. Là. Non, c'est pas le même fonctionnement. En même temps, je connais pas Olga, mais peut-être, je te conseille. Je l'ai jamais vu non plus. Non, mais Jean-Michel, question pour toi, parce que souvent, là, c'est un classique. Soudainement, le lanceur, il n'entend plus, là, il commence à brasser un peu son petit appareil. Est-ce que c'est une batterie, donc? Parce que moi, ce que j'avais entendu dire, c'est que souvent, il y a des chargeurs, parce qu'il y a une multitude d'appareils, évidemment, là, parce que est-ce que c'est à ce moment-là, c'est la batterie qui fait défaut? En fait, bien souvent, la majorité du temps, c'est les lanceurs qui oublient de le mettre à on. Ça, c'est l'erreur qui revient le plus souvent selon le baseball majeur, parce qu'il y a quand même des sites où on peut répertorier là, quelques cas d'échecs. Et bien souvent, le lanceur ne l'allume pas ou peut l'éteindre sans faire par exprès aussi en le plaçant dans sa casquette. Donc, ça peut causer problème. Il y a certains lanceurs qui se plaignaient là. C'est plus en 2022-2023, les premières années, qu'il y avait un délai. Donc, les gens, parce que le lanceur voit le catcher qui est en train de pitonner, comme on pourrait dire, sur le clavier. Puis ça prenait un certain temps à se rendre, donc ça créait un petit peu d'enjeu de ce côté-là. À des endroits où c'est très humide, dont plusieurs exemples à Houston, l'humidité fait parfois sauter le système. Donc, on voit que le receveur tape frénétiquement sur son bras pour voir, puis la télécommande n'est pas brisée. Là. Donc, c'est vraiment le système qui flanche à la grande chaleur. On pourrait parler là, d'un Houston Karma rendu là. C'est un peu de leur faute. Si on s'est rendu à utiliser ces systèmes-là. OK, donc, fait que là, le fameux Houston, we have a problem, là, c'est étendu un peu plus. Oui. Là. Oui, non, absolument. Fait que c'est sûr que bon, il y a de l'erreur humaine là-dedans. Quelque chose qui était bien intéressant parce que les lanceurs aussi peuvent communiquer avec les receveurs. Puis au printemps de 2023, il y avait un lanceur dans
en fait, dans le printemps, c'est pendant le camp d'entraînement. Il y a un lanceur, Kenta Maeda, des Twins, qui revenait d'une opération Tommy John. Donc, il avait raté la première année. Puis, probablement les informations sur comment ajuster tout ça. Puis, ça envoyait des mots et non des éléments codés. Fait que le receveur, Tony Walters, recevait exactement les commandes de ce qui était pour être lancé. Et c'était tellement fort que le frappeur entendait tout ce qui était pour sortir. Fait que ça avait fait bien jaser. Puis quand même bien rire aussi les gens parce que c'était supposé être un système anti-triche. Puis là, ben, t'es en train de... dévoiler ta stratégie. Tu t'en viens, là. Fait que c'est quand même de la belle audace, mais c'était vraiment une erreur. C'était pas prévu comme ça. Quand vous faites la description des matchs, messieurs, vous devez quand même en voir souvent des lanceurs ou des receveurs qui ont des enjeux avec ce système-là. Écoute, moi, je trouve que c'est arrivé moins souvent l'année passée, mais écoute, Marc, on ne se comptera pas de peur. Il y en a qui se servent de malfonctionnement de ces appareils pour gagner du temps. Ben, c'est changer les rythmes. Ouais, des fois, je pense que c'est... Mais on commence à les connaître. C'est moins subtil que c'était là, à ce niveau-là. Mais je pense que là, tout le monde s'adapte tranquillement, pas vite. Puis tu as raison de le mentionner. Hein? On a déjà entendu dans un match, dans un broadcast, on l'entendait, le choix de tir. Donc, le son devait être trop fort quelque part. Parce que l'officiel aussi a un micro, soit dit en passant. Donc, l'officiel peut capter ce genre de choses-là. Mais je pense que les ajustements, là, les principaux ont été effectués. Ouais. Oui, absolument. Puis tu sais, c'est très réglementé actuellement. Tu sais, la Ligue majeure interdit les appareils qui soient connectés à Internet directement sur le terrain. Donc, c'est sûr que la prochaine étape, puis on voit déjà qu'il y a plusieurs équipes qui se préparent à ça, c'est d'avoir un pitchcom intelligent. C'est-à-dire, puis là, je ne veux pas dire que ça va vraiment dénaturer la nature du receveur ou même du choix pour le lanceur, mais ça pourrait utiliser facilement l'intelligence artificielle pour suggérer au lanceur le meilleur lancer pour affronter ce frappeur-là selon le compte. C'est déjà en test. Les équipes sont déjà en test. Donc, ça viendrait du banc à ce moment-là. Ça viendrait vraiment, par exemple, d'instructeur des lanceurs. Même pas du banc, Marc. Ça viendrait, parce que le banc aurait l'information en même temps, ça viendrait directement connecté aux données. C'est tel frappeur, l'information vient, on le sait exactement. Puis là, ben, à un moment donné, ben, probablement que les frappeurs auraient quelque chose de similaire pour dire, bon, ben, le lanceur, lui, théoriquement, à ce moment-ci, il envoie le tic. Fait qu'à un moment donné, ça va devenir comme quasiment une petite guerre d'intelligence artificielle pour prolonger la force et le côté athlétique de l'humain par rapport à ça. Mais tu sais, jusqu'où ça va se rendre, c'est quand même assez difficile à le prédire, mais les équipes sont déjà en train de planifier tout ça. La semaine dernière, j'étais pour le travail à la conférence Peak, c'est une conférence en Sports Tech, puis il y avait Robert Basham, qui est assistant spécial baseball et innovation pour les Cubs. Puis il parlait d'un grand paradigme. Là. Dans les dernières années, les équipes s'amusaient à accumuler beaucoup de données sur les joueurs, mais à un moment donné, tu fais quoi avec la donnée? Puis là, ce que les équipes se rendent compte, c'est avec l'intelligence artificielle, c'est que l'humain n'est pas assez rapide pour faire l'analyse de toutes ces données-là assez rapidement pour bien s'en servir. Mais l'intelligence artificielle est capable de passer de la décision à l'exécution en une fraction de seconde. Donc, transmettre la bonne information au receveur sur quel devrait être le prochain lancer n'en demeure pas moins que le lanceur, faut qu'il la place à l'endroit qui est mis. Mais c'est de la belle utilisation de l'intelligence artificielle quand même. Puis en tout cas, dans le cas des Cubs, il était assez éloquent sur le fait que quand ça va être permis, cette équipe-là, ils vont être prêts à s'en servir rapidement. Je veux juste dire là-dessus, puis c'est très, très intéressant, mais je veux juste dire là-dessus qu'il y a déjà des joueurs dans le baseball majeur, puis plus peut-être qu'on pense, qui ont dit à leur département avancé, de donner, là, d'arrêter. D'en prendre, mais c'est trop. Aaron Judge, il y a 2 ans, après avoir été éliminé, il l'avait mentionné. Il dit j'ai trop d'informations, puis là, mon instinct, j'ai plus d'instinct.
Puis on sait que ça prend 0, puis là, on est probablement rendu à 0,3 secondes de réaction pour un gars qui lance à 100 000 à l'heure à 60 pieds 6 pouces. Alors, si tu as trop d'informations, c'est comme si là, tu viens coincer ton cerveau un peu, puis que là, soudainement... en tout cas, je trouve ça intéressant. Pour les lanceurs, ça peut devenir quelque chose de vraiment bien. Là, les frappeurs, ça serait probablement autre chose. Oui, mais juste ajouter une chose par rapport à ce que tu viens de dire, Marc, c'est que pour certains frappeurs, là, regarde, ils ont déjà l'expertise. Je pense à des gars comme, bon, dans l'ancien temps, tu vas me dire, là, Barry Bonds, Eddie Murray, puis dans le baseball moderne, probablement des gars comme Kyle Schwarber ou encore Bryce Harper. Ils ont une connaissance des lanceurs qui sont là depuis un certain temps. Là où je pense que ça peut servir l'intelligence artificielle, c'est qu'à un moment donné, un lanceur qui a un répertoire assez vaste, dans une telle situation, à un moment donné, l'intelligence artificielle... Ben, oui, il y a ça. Et l'intelligence artificielle te dit, bon, ben, dans cette situation-là, peut-être que c'est tel tir, alors que c'est pas dans les habitudes du lanceur d'effectuer ce lancer-là à ce moment-là. Oh, peut-être que finalement, bon, c'est une suggestion à laquelle je n'avais pas pensé. T'sais, c'est peut-être dans ce sens-là où ça pourrait servir. De là, de dicter la façon dont ça va se passer. Et moi, je ne franchirais pas cette ligne-là. Ouais. Ah non, puis messieurs, je suis tout à fait d'accord avec vous. En même temps, mon côté très techno fait que je trouve ça quand même bien intéressant de voir, parce que vous aviez tout à fait raison, tu sais, des joueurs comme Judge, puis je pense Harper et Trout avaient déjà fait des sorties sur ces sujets-là, comme de quoi il y avait trop de recommandations, trop de données qui leur étaient faites. Là, la beauté de la chose, c'est que maintenant, on est capable de les extraire en une seule recommandation. Fait que c'est sûr que ça devient un petit peu différent parce que là, on se putant la donnée, c'est plus comme la recommandation optimisée par l'intelligence artificielle qui donne un seul élément. Bon, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Ça enlève-tu l'instinct du frappeur ou du lanceur? C'est très... Bon, ça, c'est très... Les gens peuvent se faire une propre idée de ça. Ça sera pas nous trois qui va déterminer de toute manière si le baseball majeur poursuit dans cette voie-là, mais je trouvais ça quand même assez intéressant de Très voir bonne que chronique. maintenant, tout est en place. Puis les équipes sont prêtes à utiliser ça comme... peut-être un outil de plus pour essayer d'aller chercher des victoires. On n'a pas fini de discuter de tout ça, messieurs. J'ai l'impression là, que ça va continuer à avancer pas mal vite. Et le baseball se prête à ça, plus probablement que n'importe quel autre sport. Jean-Michel Arsenault, merci beaucoup de ta collaboration qu'on retrouve évidemment chaque semaine. Merci beaucoup, Jean-Michel. Bonne semaine, merci. Bon, on va continuer ce balado, quelques sujets, Marc. Il y en a un. On va continuer sur, justement, ces décisions prises par peut-être l'intelligence artificielle ou encore qui sont prises par le deuxième étage. C'est qu'on a fait un match la semaine passée qui impliquait Tarik Skubal. Tu comprends? Puis là, la plupart des équipes, ce qu'ils font avec Tarik Skubal, un des meilleurs lanceurs, sinon le meilleur lanceur du baseball majeur depuis 2 ans, on va pacter notre formation partante de frappeurs droitiers. Là, on regardait, et cette année, Skubal a plus de succès face aux droitiers que face aux gauchers. Ce n'est pas une tendance de sa carrière, mais cette année, même s'il n'y a pas beaucoup de gauchers qui l'ont affronté, parce que comme on le mentionne, on n'en met pas beaucoup dans la formation. Et là, tu te dis, est-ce qu'on n'aurait pas pu suivre la tendance à court terme dans la confection de notre formation partante? Là, Marc, je te laisse du temps parce qu'évidemment, pendant le match, ça se déroule, puis il faut décrire ce qui se passe, mais là, on va se donner du temps un peu pour en parler un petit peu. Les tendances à long terme versus les tendances à court terme. Alain, tu parles souvent de probabilité. Mais si Skubal affronte à 98% que des droitiers, c'est sûr que lui, il va trouver le moyen de les retirer d'une manière X, tu comprends? Parce que les équipes bourrent leur formation de frappeurs droitiers. Alors que là, on réalise qu'en mettant des gauchers, oups, le MPP, m'excuse, là, mais c'est pratiquement 200 points de plus lorsque c'est un frappeur gaucher. L'échantillon n'est pas très élevé, mais je trouve ça intéressant qu'une organisation qui dit, sais-tu quoi? On n'a pas de succès contre lui, contre des droitiers. On va en mettre un paquet de gauchers, voir qu'est-ce que ça va donner. Et les meilleurs élans dans le match qu'on a fait, là, encore une fois, ce n'est pas un gros échantillon, mais dans le match qu'on a fait, les meilleurs élans, les meilleurs contacts ont été par les frappeurs gauchers.
contre Scooble. Alors, c'était contre les Braves d'Atlanta en passant. oui, là. exact. Ça mange 2 points. C'était le... Bon, mais Olsen a fait de bons contacts. Harris a fait des bons contacts, des bons élans. Les gars n'étaient pas intimidés. Bon. Alors, est-ce que c'est simplement une petite tendance qu'on a voulu profiter parce que là, Scooble, soudainement, affronte moins de gauchers, puis là, oups, je sais pas. Mais je trouve l'idée quand même bonne de dire, hey, on va l'essayer. Parce que là, nos droitiers, c'est plus difficile, parce que Scooble est dominant, trouve le moyen d'eux. Son changement de vitesse, son tir, est pas mal plus efficace face à un droitier qu'un gaucher. Fait que j'aime ça. J'aime ça de voir une équipe créative qui tente de dire, ben regarde, c'est du quoi, on va peut-être changer les tendances. Et est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce que les autres équipes ont pris des notes? Mais tu vois, ça fait partie là, des données qu'on a, puis ce que nos yeux aussi nous disent. Oui, la seule chose, Marc, que je pourrais répliquer à ça, c'est, regarde, les gauchers qu'on laisse contre Scooble, c'est des frappeurs qu'on n'enlève pas contre les gauchers. Exact. Tu comprends? Donc, c'est la crème des gauchers qui va affronter Tarek Scooble. Oui, exact. Mais je sais que le baseball, je pense à un Jock Peterson ou des gars comme ça qu'on met... Des Carpenters strictement face à des lanceurs droitiers. Je comprends ça. Ça va être un autre débat pour un autre temps, Alain, pour dire, est-ce qu'on devrait, jeune, dire ou un frappeur gaucher, toi... Tu sais, comme un Roman Anthony. J'aime ça voir que les Red Sox, on l'insère contre des gauchers quand même. Il va falloir qu'ils se développent d'une manière. Il va falloir qu'ils s'appellent de manière. Mais dans ce cas-ci, je ne sais pas. Est-ce que ce sera une tendance? On va quand même analyser les 3-4 prochains départs de Scooble. Juste voir est-ce qu'il y a quelque chose là. Mais je trouve ça intéressant de voir les équipes qui osent dire, regarde, on le fait. On le fait là, puis on essaie ça. 2 choses, Marc, ou 2 équipes dont on va parler brièvement. Les Cards de Saint-Louis. Ils ont commencé la semaine en balayant les Pirates de Pittsburgh. 4 matchs de suite. Ça va bien, tiré, disons-le, par 2 locomotives à l'attaque, dont Jordan Walker, Alec Burleson aussi qui produit des points. Une autre recrue aussi, Weatherholt, qui frappe au sommet de la formation. Je ne sais pas si ça va durer, Marc. Je regarde la rotation des partants. Il n'y a pas de gros nom là. Il y a un releveur numéro 1 qui n'avait pas le profil pour être un releveur numéro 1. Ça va durer le temps que ça va durer et le monde embarque à Saint-Louis, là. Ben, le monde embarque à Saint-Louis. On pourrait parler des White Sox qui surprennent aussi. C'est d'autres équipes, ça. Oui, exact. Des équipes qui sont en reconstruction. Là. Je pense qu'on s'en cache même pas. Puis, c'est là que tu vois, Alain, que, OK, on ne se met pas de pression, les gars. On part la machine, puis on exploite notre talent, puis on y va. Puis ça crée ces genres, tu sais, je sais pas, ça crée ce genre de situation-là. Oui, il faut que tu performes. Je trouve ça le fun d'avoir un Walker qui avait un peu d'ennui à ses débuts, beaucoup de retraits sur des prises, retourner dans les mineurs, revient, retourne, et là, il l'a trouvé. Il faut être patient des fois avec nos jeunes joueurs. Il l'a trouvé, puis là, ben, comme tu dis, ça transporte l'équipe. Les matchs que tu gagnes en avril, on ne peut pas les enlever, Alain. Ouais. Puis j'aime voir que les White Sox... Puis à la limite, je trouve que les Rockies jouent du meilleur baseball. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose là qui se passe où, bon, les attentes ne sont pas élevées, donc c'est peut-être un peu plus facile, mais justement, profitons-en du fait qu'il n'y a pas d'attente. Puis là, ben, ça crée une synergie qui est quand même fun de voir. Ça reste des gars du baseball majeur. Tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de noms là-dedans qui fait que... Wow, mais, hey, les gars sont capables de jouer, puis là, sont en train de prouver qu'ils appartiennent au baseball majeur. Puis je trouve ça rafraîchissant pour le baseball, alors que déjà l'année dernière, on pouvait éliminer à peu près déjà 5 équipes à partir du mois de mai. Oui, et dans le cas de Saint-Louis, Marc, ce que je remarque, une bonne ligne de centre. On a Victor Scott au champ centre qui couvre beaucoup de terrain. Mason Wynn à l'arrêt-court, je pense qu'il n'a pas besoin de faire ses preuves. Et Weatherholt qui est au 2e but. Regarde, c'est une bonne base ça, pour les années à venir. Là. Absolument. La ligne du centre, c'est revenu, Alain. Ça s'est perdu pendant une couple d'années, je dirais une génération. Là, on revient, on comprend l'importance d'avoir une bonne ligne du centre. Puis Mason Wynn, quel bras. Oh, c'est vraiment un bras là, incroyable à l'arrêt-court. Si vous avez la chance de voir un match des Cards, faites juste surveiller lorsqu'il y a un roulant à l'arrêt-court, voir la qualité du bras, c'est surprenant. Oui. Marc Griffin, merci beaucoup. Et ce premier balado qui vous a été présenté à RDS, il y en aura d'autres, évidemment. Ça va se poursuivre au cours de l'été. On se souhaite encore une fois du bon baseball. Rendez-vous la semaine prochaine pour Compte complet. Balado Compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion.